Excellente journée à toutes et à tous. Bienvenue. Lundi 4 mars 2024, le monde célèbre la journée de lutte contre l'obésité. L'obésité concerne désormais 1 milliard de personnes dans le monde, soit un individu sur 8. Un cap que l'Organisation mondiale de la santé ne pensait voir atteint qu'en 2030. Selon l'OMS, le fléau est de plus en plus présent en Afrique. Elle se nomme Awa Touré. Cette jeune chef d'entreprise spécialisée dans la biscuiterie à Abidjan est désormais membre de la prestigieuse Académie culinaire de France. Cette organisation qui regroupe l'élite de la gastronomie de l'Hexagone recrute ainsi pour la première fois une ressortissante d'un pays d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Et puis en Haïti, le gouvernement décrète l'état d'urgence et instaure un couvre-feu, décision qui intervient après l'évasion de plusieurs milliers de détenus des 2 principales prisons de Port-au-Prince, attaquées par des gangs armés dans la nuit de samedi à dimanche. Bienvenue à vous tous. On démarre tout de suite en bref et en images. La présidente du Sénat canadien, Raymonde Gagné, est en Côte d'Ivoire. Ce matin, elle a été accueillie par son homologue de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Les 2 personnalités et leurs différentes délégations se sont en ce moment en séance de travail. Il s'agit bien entendu du raffermissement de liens entre les 2 institutions et du renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Il faut noter qu'environ 13 000 Ivoiriens vivent dans ce pays de l'Amérique du Nord. Le reportage complet de Kader Sogodogo à suivre dans nos prochaines éditions. En Côte d'Ivoire se tient la 18e session de la conférence de l'UPCI, Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Rendez-vous qui a donné lieu à un moment d'échange entre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ses homologues d'Algérie, de la Sierra Leone et de la Mauritanie ce samedi. Konaté Moussa. Présent en Côte d'Ivoire pour la 18e session de la conférence de l'UPCI, Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, le président de l'Assemblée nationale de la Mauritanie est reçu ce jour par Adama Bictogo. Cette conférence, vous savez bien ses objectifs. C'est d'abord de faire des échanges sur les problèmes majeurs qui nous intéressent tous, qui intéressent nos pays. Et je pense que tous les axes de cette rencontre tournent surtout sur le développement, sur l'environnement, sur les problèmes humanitaires, sur les problèmes de la femme, de l'enfant. Tout ce qui peut intéresser notre conférence. Avec le président de l'Assemblée populaire nationale d'Algérie, il est question du renforcement des relations diplomatiques entre les 2 pays. La Côte d'Ivoire et l'Algérie, nous avons des relations historiques enracinées dans l'histoire. Les relations diplomatiques ont été établies depuis 1964 et il est grand temps d'intensifier ces liens, d'élargir cette coopération pour atteindre la coopération parlementaire et tous les autres domaines, à l'instar du secteur économique, culturel, commercial et sportif. Le président Adama Bictogo a aussi échangé avec Thierno Abbas, le président du Parlement de la Sierra Leone. Toutes ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des assises de l'UPCI qui enregistrent la présence de plusieurs délégations en terre ivoirienne. En bref, une image, c'est aujourd'hui, à 4 mars, la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Près d'1 milliard de personnes à travers le monde sont touchées par l'obésité, selon une estimation publiée dans la revue médicale britannique The Lancet. Pour l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'Afrique est de plus en plus touchée. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Le plan national de développement PND en cours d'exécution depuis 2021 arrive à terme en 2025. Pour cette dernière phase, le ministère des Finances et du Budget est en conclave pour définir un plan d'action stratégique biennal 2024-2026. Chaque service du ministère, à terme, aura sa feuille de route. C'est ce que nous apprend Didier Nguessan. Adopter un plan d'action stratégique sur la période 2024-2026. Le ministère des Finances et du Budget se prépare à renforcer sa contribution au plan national de développement PND 2021-2025 qui devra à terme positionner la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. La déclinaison de ce document cadre les années subséquentes devrait permettre d'élaborer nos différents documents de programmation, notamment le PIP et la feuille de route du ministère. Ainsi, dans le cadre de l'élaboration de ce PAS,
il a été demandé à chaque direction générale et à chaque structure attachée du ministère de transmettre un plan d'action biennal en lien avec les objectifs du PND et tenant compte des orientations de M. le ministre. Le présent atelier vise donc à passer en revue ces plans d'action en vue de retenir les activités les plus pertinentes. Les réflexions portent sur 4 axes, notamment la mobilisation efficace des ressources pour le financement de l'économie, l'optimisation des dépenses, le soutien à la transformation structurelle de l'économie, la modernisation de la gouvernance et celle de l'administration financière. Ce plan d'action, qui constituera le premier du genre dans la nouvelle configuration du ministère, permettra d'asseoir une vision stratégique pour les 2 prochaines gestions. Une telle démarche est d'autant plus à propos qu'à la suite du dernier remaniement ministériel, notre ministère a désormais en charge plusieurs programmes, toutes choses qui nous imposent de bâtir une nouvelle stratégie dans laquelle pourront s'inscrire l'ensemble de nos structures. Le présent séminaire devrait ainsi permettre d'en définir les contours au regard du bilan de nos activités et des défis liés à nos missions. Par ailleurs, il s'avère nécessaire de poursuivre les efforts en vue de garantir les bonnes performances réalisées par notre pays ces dernières années sur le plan socio-économique et dans la gestion des finances publiques. Le ministère des Finances et du Budget a contribué, entre autres, à la mise en place d'un plan de soutien économique et humanitaire dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Et je le disais en titre, elle se nomme Awa Touré. Cette jeune chef d'entreprise spécialisée dans la biscuiterie à Abidjan est désormais membre de la prestigieuse Académie culinaire de France. Cette organisation qui regroupe l'élite de la gastronomie de l'Hexagone recrute ainsi pour la première fois une ressortissante d'un pays d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Franck Kodio à Paris, au Salon de l'Agriculture. Université Paris-Descartes, dans ce centre du savoir de la Sorbonne médicale française, une cérémonie solennelle, celle de l'intronisation de nouveaux membres de l'Académie culinaire de Paris, un institut vieux de 140 ans. Pour nous, c'est une grande fierté que le doyen de l'Université de la Sorbonne accepte que les cuisiniers rentrent ici, au fameux grand amphithéâtre où les médecins portent serment, donc c'est quand même pas un lieu anodin, pour recevoir nos nouveaux membres. Les nouveaux membres, c'est qui ? C'est les cuisiniers principalement français, là on est sur l'international de la France, d'accord, ou les cuisiniers japonais, coréens, africains, Côte d'Ivoire par exemple, qui travaillent en France et qui aiment la cuisine française et qui transportent leur savoir-faire dans notre cuisine et leur cuisine également. Au nombre de la vingtaine de nouveaux membres, une Ivoirienne, Awa Touré, première ouest-africaine à intégrer le club. Awa Touré, cuisinière, pâtissière autodidacte, est une jeune chef d'entreprise déjà intégrée dans le domaine de la biscuiterie à Abidjan. J'ai eu la chance l'année dernière d'avoir été choisie par le Conseil Café Cacao pour représenter les artisans transformateurs de café et de cacao en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que j'ai été découverte justement par le secrétaire de l'Académie culinaire de France qui a été vraiment impressionné prime abord par mon parcours. Ce positionnement au sein de l'intelligentsia gastronomique hexagonale est pour la nouvelle impétrante des plus significatives. L'idée derrière cette intégration, c'est vraiment de voir comment l'Académie même aura un siège en Côte d'Ivoire et travailler avec le maximum de jeunes pour les faire venir ici et aussi envoyer le maximum de chefs en Côte d'Ivoire pour la formation. Awa Touré, dans cette aventure, a le soutien de la diaspora, mais aussi du Conseil Café Cacao, bien présent à ses côtés lors de cette cérémonie. En réalité, au Conseil du Café Cacao, on essaie de promouvoir les métiers de la transformation et des métiers de la bouche au niveau des jeunes. C'est ainsi que nous avons formé et nous essayons d'aider et de soutenir des jeunes artisans et des jeunes torréfacteurs qui travaillent les produits de base que sont le café et le cacao. Le message, il est constant. C'est un message d'une jeunesse qui doit être engagée, entreprenante. On n'est pas que bon au football. On vient de le montrer encore dans le domaine culinaire, que la Côte d'Ivoire sera présente. Elle continuera d'être présente dans les années à venir. On a une importante jeunesse, environ 75% de la population, un peu plus, de la population ivoirienne qui est très jeune. Donc moi, je les engage. Désormais membre associé de l'Académie culinaire de France, la jeune Ivoirienne de 28 ans entend relever les challenges à venir. Notons que l'Académie culinaire de France compte au total plus de 1200 membres dans le monde, dont 600 en France.
Autre volet de l'actualité, l'UNICEF salue les efforts du gouvernement ivoirien pour améliorer son système éducatif. Ce vendredi 1er mars, Gilles Fagninou, le directeur régional de l'Organisation onusienne pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a exprimé sa satisfaction à Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. On voit cela avec Kanibia et Khalid Diomandé. Fraîchement élu directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNICEF, le Béninois Gilles Fagninou effectue sa première visite officielle en Côte d'Ivoire. Il est reçu par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. Dès l'entame de ses propos, le nouveau patron de l'UNICEF pour la région Afrique salue les prouesses réalisées ces dernières années par la Côte d'Ivoire au niveau de l'éducation. Nous avons vu la place de la Côte d'Ivoire et le rôle de la Côte d'Ivoire au dernier sommet de l'Union africaine, surtout en ce qui concerne l'année 2024 qui a été choisie comme année de l'éducation. Nous savons que l'Afrique rencontre beaucoup de difficultés et l'investissement dans l'éducation va permettre d'avoir une Afrique plus forte et un futur plus rassurant. Grâce aux États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, nous avons une boussole et cette boussole a fait de nous un modèle, un champion au niveau de l'Afrique. Ce qui nous a valu d'ailleurs d'intégrer le comité de haut niveau de l'UNESCO. Et en tant que champion d'Afrique, nous sommes heureux de recevoir l'UNICEF qui nous a accompagnés pour disposer de cette boussole-là. Anciennement secrétaire du conseil d'administration de l'UNICEF, Gilles Fagninou a été nommé le 8 février 2024. Il pilotera les projets de l'UNICEF depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Le fondateur de l'International Young for Fellowship sera en Côte d'Ivoire à partir du 7 mars prochain. Le Coréen Ok Soo Park va prononcer une série de conférences sur le changement de mentalité. L'événement destiné à la jeunesse ivoirienne va se tenir sur 3 jours, du 7 au 9 mars 2024. Marie-France Conard, Abdoulaye Koné. Engagé dans la formation de leaders positifs et inspirants, l'International Youth Fellowship donne rendez-vous à la jeunesse ivoirienne. Le président fondateur de l'ONG est attendu à Abidjan le 7 mars prochain. Une visite de 72 heures qui sera meublée de diverses activités. C'est un très grand événement parce que à travers tous les programmes qu'il a initiés, à travers les formations qu'il a initiées, il a pu transformer une quantité très importante de jeunes à travers le monde et la Côte d'Ivoire aussi en a bénéficié. Les formations sont des formations en éducation de la mentalité. L'éducation de la mentalité, comme lui-même le définit, c'est le monde du cœur. Il imagine le monde du cœur comme étant le réceptacle de toutes nos pensées, de toutes nos émotions. La présence du révérend Park à Abidjan est aussi un grand moment de spiritualité. En 2023, près de 5000 jeunes avaient pris part à l'événement. Un appel au changement, un temps dédié à une profonde introspection. Je veux que le gouvernement de Côte d'Ivoire prenne ça sérieux pour que ce changement de mentalité, la formation des changements de mentalité devienne un programme national. Je crois que ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Actuellement, en tout cas, les Ivoiriens souffrent à cause de la drogue, à cause de beaucoup de problèmes des jeunes. Mais je crois qu'en changeant leur mentalité, ils peuvent sortir de la drogue, ils peuvent sortir de toutes leurs difficultés. 3 jours de travaux et de formation pratique. La cérémonie d'ouverture de l'événement aura lieu au Sofitel Hôtel Ivoire dans moins d'une semaine. Prenons tout de suite la direction de la ville de Daloa. Le conseil régional a fait don de 14 véhicules, 10 ambulances et 4 véhicules de type 4x4 pour des villages et les chefs centraux des 4 départements qui composent la région. C'est une action inscrite au programme de développement du président de la région du Haut-Sassandra. C'est ce que nous apprend Eugène Atoubé. L'action participe de l'engagement du Conseil régional du Haut-Sassandra à relever le plateau technique des structures sanitaires dans sa sphère de compétences. Un total de 10 ambulances remises au sous-préfet des localités bénéficiaires en réponse aux besoins exprimés par les autorités sanitaires des 4 départements qui composent cette région. Ces 10 ambulances constituent le premier lot d'un total de 29 attendus.
nos remerciements et notre infinie gratitude pour le renforcement des capacités des structures bénéficiaires, mais qui contribuera sans nul doute à l'amélioration de la qualité de la prise en charge et permettra de sauver des vies humaines. Enfin, je voudrais vous rassurer de notre engagement de faire bon usage de ces ambulances et d'en assurer un meilleur suivi. C'est vraiment une fierté pour les populations de venir voir qu'aujourd'hui, les promesses qui ont été faites sont réalisées. Donc nous disons vraiment merci au ministre Mamadou Touré, président du conseil régional du Haut-Sassandra. La santé, une des priorités du conseil régional du Haut-Sassandra qui œuvre avec l'ensemble des chefs de village, chefs de canton et chefs de communauté de la région pour la consolidation du vivre ensemble. Expression de l'importance de leur rôle et place dans cette dynamique, la reconnaissance du conseil régional. Les chefs centraux des 4 départements, Daloa, Zoukougbe, Issia et Vavois, ont reçu chacun un véhicule neuf de type 4x4. Les autres chefs, 400 au total, reçoivent une subvention mensuelle. C'est la réalisation d'une promesse faite par le ministre Touré Mamadou, président du conseil régional du Haut-Sassandra, à qui les chefs traduisent leur reconnaissance. L'émotion est grande. Qui l'eût cru? Je voudrais simplement vous dire merci. Merci parce que pendant la campagne, vous avez dit, vous avez réalisé, les yeux ont vu, les bouches en parlent. Je demandais donc au chef d'utiliser les moyens mis à leur disposition, véhicules, moyens, pour aider Alassane Ouattara, le président de la République, à consolider la cohésion sociale. Des chefs qui gagnent en respectabilité et acteurs du développement de la région du Haut-Sassandra. C'est l'engagement que prend le ministre Touré Mamadou. Le président de cette région ambitionne de faire de cette structure décentralisée un instrument de développement et de progrès au service des populations. Songassou, village situé dans la commune de Dimokro, est également dans le train du développement. Le village vient de se doter d'un collège, un projet de la Fondation Kaidan qui œuvre dans le social. À cela s'ajoute la remise d'une ambulance au centre de santé de cette localité par le ministre Adama Coulibaly, maire de la commune de Dimokro. Godefroy Okamawa. À une dizaine de kilomètres de Dimbokro, chef-lieu de la région d'Unzi, Songassou, un village peuplé de près de 4000 âmes. C'est un village dont le nom provient du fait qu'on était à l'époque situé sur un fleuve qui s'appelait Songan. Donc Songassou, ça veut dire le village sur la rivière Songan. Ce qui attire l'attention du visiteur à l'entrée de cette paisible localité, c'est l'adressage des rues du village. À cela s'ajoute le bitumage de la quasi-totalité des axes routiers. Songassou respire les frais du développement. On a 3 écoles primaires. Nous avons un centre de santé avec un médecin à la tête, avec des sages-femmes. On a aussi, avec la collaboration de tous les ressortissants du village, construit des châteaux d'eau. Donc le village a une adduction d'eau potable dans tout le village avec la tuyauterie qui alimente tous les villages. Le village est électrifié. Les cotisations que nous faisons dans la mutuelle et l'aide des cadres ont permis de réaliser ce que vous avez vu. Un développement renforcé par un fils du village, Alain Kouadio, président de la Fondation Kaidan. Avec le soutien de ses partenaires, il apporte son appui au rayonnement du village. Il offre un collège doté d'une bibliothèque, d'une salle informatique, des bureaux et une aire de jeu pour la pratique du sport. Le développement d'une communauté et d'un village passe par le développement de son capital humain. Son capital humain existant, son capital humain à venir. Et le capital humain à venir d'une communauté, d'un village, ce sont ses enfants. Et nous avons doté ce village de ce collège parce que nous pensons que ce n'est pas ces infrastructures-là qu'on sait renforcer les compétences, on sait donner le savoir à ces enfants pour un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour la communauté. En plus de ce collège, le centre de santé du village reçoit une ambulance, un don du ministre Adama Coulibaly, maire de la commune de Dimbokro. Cela s'inscrit dans la vision du ministre qui fait de la santé une des priorités de son plan d'action pour la commune de Dimbokro. Étant entendu que son Excellence le Président Alassane Ouattara fait du social une priorité dans son action. Pour traduire la reconnaissance des populations pour ces différentes actions de développement, une messe d'action de grâce est dite par Monseigneur Joseph Kakouaka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, qui a donné son onction. Un collège hyper équipé, nous leur disons merci et ensemble,
Nous disons merci au Seigneur qui leur a donné cette intelligence, qui les a soutenus, qui leur a donné les moyens pour réaliser cette œuvre qui sera au service de tous et donc pour développer le bien commun dans chaque élève qui fréquentera ces lieux. Œuvrer au bien-être des populations, une vision de portée sociale que la Fondation Kaidan entend multiplier dans toute localité. On parle de la sensibilisation dans la région de la Marawi. En cause, la cherté de la vie. Le mouvement citoyen Génération Gagnante invite les commerçants à faire preuve de responsabilité. Nous Sangaré, Jean-Marc Djadji. Promouvoir les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. C'est tout le sens de cette campagne de sensibilisation initiée par le mouvement citoyen Génération Gagnante de la Marawi. Une sensibilisation qui vise à protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. La délégation du dit mouvement a sillonné tour à tour le grand marché du quartier Koko, les supermarchés et les petits commerces de la ville, pour s'enquérir du prix des denrées alimentaires tout en invitant les commerçants à faire preuve de responsabilité. La sensibilisation de ce jour consiste à donner l'occasion à nos commerçants de nous expliquer dans un premier temps ce qu'ils vivent au quotidien selon certaines réalités, mais surtout les encourager par rapport à la cherté de la vie, à revoir les prix, à réduire dans la mesure du possible ce qu'il y a à réduire, et puis les amener surtout à ne pas exagérer dans l'augmentation des prix des denrées alimentaires et des autres denrées. Pour cette campagne de sensibilisation, le mouvement citoyen Génération Gagnante bénéficie du soutien de la direction régionale du commerce. Il y a des moments où il y a des spéculations, comme celle que nous vivons actuellement. L'État ne veut pas laisser livrer les populations à cette spéculation. C'est pourquoi l'État a fait des subventions. Mais quand l'État fait des subventions, on tombe dans ce qu'on appelle l'exception. Le plafonnement, c'est une exception. Pour ne pas qu'il y ait des surenchères. Il faut contrôler, il faut être présent, il faut avoir les moyens humains, il faut avoir les moyens techniques, il faut former les agents. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Une initiative saluée par commerçants, détaillants et consommateurs qui demandent que la sensibilisation soit accentuée auprès des grossistes. Actuellement, là, il n'y a pas l'argent. Et puis les choses sont chères. Quand on diminue, en tout cas, c'est une bonne idée. J'apprécie leur idée parce que ça fait du bien à tout le monde. Si l'État met vraiment un suivi vraiment très spécifique sur, sur les prix affichés dans les différents rayons, dans les différents marchés, je crois que non, tout le monde sera satisfait. Parce que quand l'État fait déjà des défauts. Selon le mouvement Génération Gagnante, cette sensibilisation reflète l'importance de l'engagement citoyen dans la résolution des défis économiques et sociaux. Elle incite à une action collective pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Plus de 3 tonnes de produits pharmaceutiques non enregistrés et 150 grammes de cannabis incinérés à Boaké, des produits saisis par la gendarmerie nationale dans le cadre de la lutte engagée contre le trafic de stupéfiants. Boubacar Silar, Kader Sogodogo. Plus de 3 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés. 32 140 comprimés utilisés à des fins toxicomaniaques et 150 grammes de cannabis. Le tout pour une valeur marchande de plus de 74 millions de francs CFA. Des produits frauduleux et dangereux saisis par la section recherche de la 3e Légion territoriale de la Gendarmerie nationale. C'est sous le regard bienveillant des autorités administratives, judiciaires et forces de l'ordre que la cargaison est incinérée à la décharge des Diabos à quelques kilomètres de Boaké. Les opérations ont eu lieu du 22 décembre 2023 au 1er février 2024. C'est des produits qui sont utilisés pour concocter ce qui a été appelé à un moment la drogue Kadhafi. Et ceci pour inviter tous ceux qui se livrent au commerce de ces produits qui sont prohibés de bien vouloir penser à changer d'activité. L'adjoint du procureur de la République près le tribunal de première instance de Boaké exhorte la population à la collaboration pour plus d'efficacité de la marée-chaussée. Pour Ruberson Douedé, cette destruction de produits est un signal à l'endroit des trafiquants. Au nom de M. le procureur de la République, les remercier et les encourager à redoubler d'efforts. Les récalcitrants sont traduits directement devant le parquet et conduits à l'audience où ils subissent la rigueur de la loi. La section recherche de la 3e Légion des gendarmeries
réaffirme sa volonté de poursuivre les opérations afin de mettre hors d'état de nuit les trafiquants face au phénomène de la drogue qui touche malheureusement le milieu scolaire et universitaire. Arrêtons-nous à Boaké pour suivre l'inauguration d'une mosquée et d'un établissement scolaire. C'est un don d'un opérateur économique. Boubacar Silla sur Corona. Inauguration de la mosquée et de l'école confessionnelle islamique Alimoul Madina, sur le même espace au quartier Gonfreville à Boaké. Don d'un opérateur économique à la communauté islamique, la cérémonie d'inauguration est placée sous le parrainage et l'autorité spirituelle de Traoré Ouma, imam de la grande mosquée de Dar es Salaam. Une activité en présence des autorités administratives, des chefs traditionnels et des dignitaires religieux des communautés chrétiennes, sœurs de la commune. La consécration des infrastructures est couplée à l'intronisation de l'imam. On espère que d'autres personnes vont vraiment emboîter le pas aux donateurs et que vraiment, pourquoi pas aussi la création d'une université confessionnelle. C'est notre souhait à nous tous. Voir et Boaké évoluer. Voyez cette belle mosquée, voyez tous ces bâtiments. Au nom du cheikh, nous sommes fiers. Nous accompagnons la grande famille Cissé. Et que cela sert de leçon à tous ceux qui ont le pouvoir d'aider leur foi. Une initiative également saluée par les responsables de la communauté éducative et des autorités municipales. Cette école permettra à nos enfants, aux enfants de ce quartier, aux enfants de Boaké, d'apprendre l'instruction non seulement académique, mais en même temps religieuse. Ça permet, dans l'esprit du Boaké nouveau, de donner un nouveau visage à la ville, en dotant la ville d'infrastructures de qualité. La mosquée Alimoul Madina a une capacité d'accueil de 800 places, avec une salle de conférence tout équipée. L'établissement confessionnel islamique du même nom est quant à lui composé de 2 bâtiments R+2 avec 28 salles de classe, une salle de professeurs et 6 bureaux. Le tout bâti sur une superficie de 6 000 m² avec un forage et 27 toilettes. Jetons un coup d'œil à présent sur le vernissage de Assoukro Aké, jeune artiste peintre ivoirien. Une exposition et un thème. Les graines de semences ne doivent pas être moulues. Il veut faire la promotion du dialogue et appeler à une prise de conscience sur des mots qui minent la société. Serge Pakomdidi, Didier Nguessan. Charles David Nyongoran, jeune artiste peintre ivoirien, est le grand lauréat de la première édition du prix de peinture d'art africain Alberto Cortina, une compétition d'art pour mettre en avant le talent et le savoir-faire artistique de la jeunesse ivoirienne et promouvoir le mécénat artistique. Il est suivi de Franck Ezakwasi et Herman Payet-Djé, respectivement 2e et 3e prix. Cela sur 147 candidatures enregistrées. Je suis très content parce que cette bourse va me permettre en fait, de me professionnaliser dans la mesure où ça me permet d'acquérir du matériel, mais aussi en fait, d'avoir une visibilité auprès des galeries ou des collectionneurs. Mon travail tourne autour du textile en vrai et je pense qu'il y avait 2 travaux de textile que j'ai eu à voir. Après, je pense que tout le monde est méritant. Ce prix est aussi un hommage à Alberto Cortina, célèbre collectionneur d'art espagnol. Il traduit toute sa gratitude pour l'hommage rendu. Ce prix est le fruit d'une collaboration entre le ministère de la Culture et un groupe exerçant dans le domaine banquier. Cela dans l'objectif de défendre et promouvoir le patrimoine culturel national et célébrer l'innovation artistique sur le continent. L'esprit, c'est d'avoir les meilleurs. C'est ça qu'on veut aussi, même dans l'exemple de la peinture, de faire la promotion aux meilleurs talents de la peinture ivoirienne. Le prix est une reconnaissance mondiale. C'est bien sûr, il y a des moments de réjouissance, de reconnaissance, mais il y a aussi beaucoup de travail. Et ces jeunes, maintenant, à travers cette reconnaissance qui est faite de leur talent, doivent se dire que c'est le début de quelque chose. Ils vont travailler, ils doivent être un modèle d'excellence. Le lauréat repart avec un chèque de 10 millions de francs CFA. Le second et le 3e, respectivement, avec un chèque de 5 millions et 3 millions de francs CFA. Les 27 autres candidats ont reçu un chèque d'encouragement de 100 000 francs CFA.
Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, en Haïti, le gouvernement a décrété ce dimanche l'état d'urgence ainsi qu'un couvre-feu dans la capitale Port-au-Prince. Cette décision fait directement suite à l'attaque des 2 principales prisons de l'île par des gangs armés dans la nuit de samedi à dimanche qui ont fait au moins une dizaine de morts et ont permis à plusieurs milliers de prisonniers de s'échapper. Des prisonniers de droit commun, des chefs de gang connus et des inculpés dans l'assassinat du président Jovenel Moïse étaient incarcérés au pénitencier national situé à quelques centaines de mètres du palais national. Et puis, reprise des négociations au Caire en Égypte pour parvenir à une trêve à Gaza et à un accord de libération d'otages. La balle est dans le camp du Hamas, affirment les États-Unis. L'organisation palestinienne dit qu'une trêve pourrait être signée d'ici 24-48 heures si Israël accepte ces demandes. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Excellente journée à toutes et à tous. Dieu nous garde.